Soyez les bienvenus, donc ça a déjà été dit. Moi, je voudrais dire deux choses avant de lancer la première table ronde. Deux choses. Et la première, puisque l'ancien président a été cité, je ne sais plus où il n'est pas très très loin, il était là, il est parti. Mais vous dire que c'est un grand plaisir d'être ici pour ce congrès du SINASAV, puisque mine de rien, même si on a repris nos anciennes habitudes de se retrouver, c'est quelque chose qu'on prépare depuis 2019. Je me souviens d'une soirée qui s'est passée à Paris pour préparer ce congrès, qui devait avoir lieu quelques mois plus tard. Et donc, c'est un réel plaisir de vous retrouver en présentiel, même si je n'aime pas trop cette expression. Mais en tous les cas, voilà, un grand plaisir de vous retrouver. Je pense qu'il faut aussi qu'au fond de nous-mêmes, on en soit conscient, parce qu'on a vécu des années tellement terribles, incroyables, inédites, qu'il faut aussi prendre conscience de ces moments partagés en face à face. Et ces temps de rencontre sont importants. Et puis, c'est un deuxième plaisir, et je n'irai pas plus loin, parce que certains d'entre vous ont la chance de me connaître et de me voir à travers les rendez-vous SINASAV qui sont produits justement avec Cyril et Roland. Et je crois savoir que ça doit être vu, puisque certaines personnes sont venues spontanément me saluer. C'est tout juste si on n'a pas fait un selfie, demander un autographe. Donc voilà, je voulais vous remercier en tous les cas pour votre participation avec l'écran interposé. Je ne vais pas plus loin, on va tout de suite commencer par la première table ronde puisque nous sommes dans un timing très serré. Je vais demander aux 4 intervenants de venir me rejoindre. Anne-Catherine Nils, Éric Hernandez, Jean-Bernard Terrier et Jérôme Belzoum. Vous pouvez les accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît, pour la première table ronde. Prenez place, il n'y a pas de plan de table, si j'ose m'exprimer ainsi. Soyez les bienvenus. Je fais un rapide tour de table et puis ensuite, si vous le voulez bien, vous prendrez quelques instants pour présenter vos entreprises. Anne-Catherine Nils, bonjour, vous êtes assistante commerciale et référente RH et sociale chez Leboeuf Fillon. On peut l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît, Anne-Catherine. Jean-Bernard Terrier, bonjour, vous êtes le directeur général d'Easy Confort, ex-CHAM, on peut l'accueillir chaleureusement. Éric Hernandez, visage connu pour moi et aussi pour les membres du SINASAV, puisque vous êtes gérant d'ADG, Angers Dépannage Gaz, mais aussi vice-président du syndicat. Bonjour Éric, soyez le bienvenu. Et à côté, c'est marrant, on était dans l'ascenseur ce matin sans se connaître. Donc on a passé déjà un moment d'intimité incroyable avec un cycliste qui avait des cuisses aussi grosses que ses bras. Donc je ne sais pas quel sport fait-il en réalité. Jérôme Belzoum, bonjour, co-gérant Confort Énergie. Soyez le bienvenu. On commence rapidement pour que vous puissiez faire connaissance avec nos invités sur une petite fiche d'identité, s'il vous voulez bien. On commence par vous, Anne-Catherine Leboeuf Fillon, taille, création, activité. C'est à vous. Alors, oui, c'est ça. Donc bonjour, donc Leboeuf Fillon, c'est une entreprise qui est en Sud-Touraine, donc région Indre-et-Loire. Une entreprise de plomberie, chauffage, électricité et maintenance avec la société LF Dépannage, qui appartient au groupe LF Group. Leboeuf Fillon a été créé il y a 40 ans. Il y avait 4 salariés. Il a été repris successivement et récemment, donc en fin 2019, par Luc Barillon. Il y avait 13 salariés à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes 46, donc en très peu de temps. En fin 2020, Luc Barillon a créé LF Dépannage, qui est donc notre société de maintenance, de manière à avoir une prise en charge très globale de nos clients. Donc de suivre nos clients de A à Z, que ce soit sur la pause, jusqu'à la mise en service, l'entretien et le dépannage des systèmes de chauffe, de froid, etc. Voilà. Merci. Éric Hernandez, donc Angers Gaz Dépannage, on voit déjà où ça se situe. C'est déjà un premier pas. Tout à fait. Donc Angers Dépannage Gaz, je me suis installé à mon compte le 1er juillet 1999, tout seul. Aujourd'hui, on est 31. À la fin de l'été, on devrait être 35. On est spécialisé dans le dépannage, l'entretien des appareils à gaz. Et on a suivi l'évolution du marché vers la maintenance de la pompe à chaleur, panneaux solaires, ventilation, l'évolution classique du marché. Jérôme Belzoum, vous êtes dans la région de Nantes, à Saint-Herblain, bien connu des automobilistes pour avoir été pendant fort longtemps la capitale mondiale des ronds-points. Exactement, vous êtes Oui. bien renseigné. Oui, donc Confort Énergie, c'est une entreprise qui a été fondée en 99 et qui fait de la maintenance principalement auprès des particuliers. C'est un parc de 10 000 contrats à peu près. Une entreprise de 21-22 salariés
plus si ça se passe bien après l'été aussi. Merci. Et Jean-Bernard Terrier, donc directeur général d'Easy Confort Ex-Cham. Là, on passe dans un monde différent, forcément, puisque vous êtes une filiale d'un grand groupe d'énergie. Oui, absolument. On est un peu plus de 1000 collègues sur 70 agences en France. On est mainteneur d'équipements de chauffage et puis installateur aussi. Et notre actionnaire est EDF. Et on a beaucoup de recrutements, comme tous les collègues en cours. Alors le premier thème, vous l'avez vu, donc c'est recruter, fidéliser. On va commencer par vous, même si évidemment on a des tailles différentes, puisque vous, dans la préparation, vous m'avez dit, avant de remplir la baignoire, il faut la bouchonner déjà. Alors est-ce qu'on pourrait aller au-delà de l'image, mais qui explique un certain nombre de choses sur le sujet? Oui, c'est vrai qu'on a tous cette problématique. Enfin, il y a finalement le triptyque fidéliser, recruter et former, parce que évidemment, il faut qu'on recrute tous. La problématique, c'est qu'il faut déjà qu'on garde nos équipes, et puis il faut, je pense vraiment qu'on évite d'être dans un système qui nous pénalisera tous, qui est de se piquer les gens. Et donc, notre responsabilité en tant que Sinasav et notre responsabilité en tant qu'entreprise, je pense que c'est de faire venir à nous de nouveaux collègues. On a la chance d'avoir des métiers hyper intéressants, où on a de l'autonomie pour nos équipes, où on a de la relation client, on a de la technique. Donc ça, il faut le vendre. Le Sinasav fait beaucoup de choses très utiles, et notamment avec Energy Makers. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on amène les gens. Et donc il faut qu'on garantisse que nos équipes soient bien. Et alors, il y a un mot qui ne fait pas plaisir en général, mais qui me semble important, c'est qu'on s'amuse et qu'il y ait un peu de fun, qu'on prenne du plaisir. Et quand on en donne à nos équipes, en général, ils restent. Et donc, il y a une problématique de rému, c'est vrai. Mais fondamentalement, les uns et les autres, quand on se plaît bien quelque part, on a plutôt envie d'y rester. Et moi, je le constate sur les différentes agences. On a des agences où on a un turnover important, et puis d'autres où, bizarrement, les collègues restent très longtemps. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce que vous avez dit, sur d'abord on ne se pique pas des collègues. C'est une éthique, mais est-ce que c'est vrai? Pardon de poser une question qui pique un peu. Alors, je pense vraiment qu'on essaie tous de faire l'effort. Alors, quand on publie un poste et que les gens viennent d'ailleurs, c'est la vie du business. Je veux dire, chaque salarié est libre de gérer sa carrière, et évidemment. Par contre, je crois vraiment que c'est important de plutôt construire des projets de formation. Et c'est l'exemple que je donne toujours parce qu'il est assez récent chez nous, mais on a un ostréiculteur qui est devenu technicien. On a plein d'autres profils complètement différents. On travaille, je voudrais les citer ici, notamment avec Vaillant Group Academy et avec d'autres, pour construire des formations qui permettent à des gens d'autres métiers de venir chez nous. Le Covid a fait que on a plein de gens de nos métiers qui veulent faire autre chose, mais la réciproque est vraie. Et donc, on a vraiment les moyens de les attirer. Et je termine par une chose, là on parle d'acteurs de la décarbonation. Les gaz à effet de serre, c'est le bâtiment, le transport et le logement. On ne peut rien faire sur le bâtiment dans nos métiers, ou peu. On peut faire sur le transport, et on peut surtout faire, c'est vrai que quand on passe soit avec des condenses, soit avec de la pompe à chaleur, soit avec d'autres systèmes, ça on peut le vendre également aux gens qui viennent nous rejoindre. Quand on a la chance d'être plus efficace que simplement ne pas prendre sa bouteille d'eau, mais de la filtrer, certes c'est important de le faire, mais simplement c'est pas à l'échelle du problème. Nous on peut agir à l'échelle du problème. Point commun entre vous quatre et entre, à mon avis, un certain nombre de participants dans la salle, c'est que vous êtes tous et toutes à flux tendu en matière de recrutement. Anne-Catherine Nils, vous êtes à 43, vous serez à 45 dans 15 jours, et vous êtes toujours tendu malgré le fait que vous embauchez. C'est ça, c'est permanent en fait. Le sujet RH devient peut-être le sujet numéro 1 devant la technique, devant le savoir-faire pur. Alors on est toujours tendu, oui, parce qu'on essaye aussi de se développer sur le sud Touraine. On a ouvert 3 agences. On en a une 4e en projet pour le mois de septembre. Donc bien sûr, ça nécessite du recrutement permanent. Développer le potentiel humain. Nous, on a mis en place pour ce faire un atout au recrutement. On a choisi pour nos salariés la semaine de 4 jours. Alors la semaine en 4 jours, c'est un vrai booster de recrutement. Ça attire beaucoup. Alors on ne va pas piquer effectivement des salariés ailleurs, mais le bouche à oreille se fait. Nos salariés sont soit du lundi au jeudi, soit du mardi au vendredi. Ça leur permet d'avoir une bonne répartition de leur vie professionnelle et de leur vie privée. Et c'est devenu notre marque entreprise.
Cette semaine de 4 jours, ça a été décidé après quoi? Après une concertation, après une constatation, après discussion avec les équipes ou avec d'autres recruteurs? Alors, pas du tout. C'est une idée qu'a eue Luc Barillon. Vous me disiez, je ne sais pas, est-ce qu'il est dans la salle ou pas? Non, il n'est pas dans la salle. Mais alors justement, il aurait dû être à ma place. Oui, vous me disiez en préparant cette intervention que c'était quelqu'un qui avait à peu près 1000 idées à la minute. Donc voilà, Absolument. ça fait partie absolument. d'une des idées qu'il a eues un matin. Absolument. Il a été directeur commercial dans le groupe Saint-Gobain. Donc il avait une vision très macro de l'entreprise. Et puis lorsqu'il a repris le Bœuf Fillon, il a bien vu la problématique de recrutement dans le bâtiment. Et il s'est dit comment se différencier, comment donner plus de bien-être à nos salariés au travail, comment du coup les fidéliser, les garder. Enfin, il y a d'autres moyens, mais ça a été le moyen premier. Et l'idée lui est venue de la semaine des 4 jours. Alors, ça a été rendu possible parce qu'on avait un effectif déjà conséquent et ça nous a permis de grossir. Semaine de 4 jours proposée aux collaborateurs, qu'ils soient administratifs ou sur le terrain, les techniciens, non? Non, alors la semaine de 4 jours s'applique aux techniciens, aux personnes de terrain. Les administratifs, non. on pourrait le faire. Après, c'est plutôt à la demande de chacun sur les administratifs. On a des problématiques d'horaire sur les administratifs. Je vois certaines assistantes commerciales, le problème c'est d'embaucher plutôt le matin avec la problématique familiale des enfants ou autre. Donc, c'est pas mis en place sur les administratifs. Ça pourrait le devenir. Alors, semaine de 4 jours mise en place après donc, cette idée du patron. Comment ça se passe pour le faire savoir? Puisque là, évidemment, ceux qui sont à l'intérieur en profitent, vous leur proposez, ils sont d'accord, mais après, vous dites c'est notre marque employeur, c'est-à-dire que vous communiquez sur la semaine de 4 jours lorsque vous êtes en phase de recrutement? Alors, on communique effectivement dessus. En phase de recrutement, sur nos annonces de recrutement, ça fait partie des éléments qui sont présentés. Ensuite, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis, lorsqu'on participe à des conventions, on travaille beaucoup avec la CCI également, on communique. Le Sud Touraine, c'est tout petit, donc l'information passe vite. Mais effectivement, sur nos recrutements, c'est ce qu'on met en avant en premier. Alors, je ne voudrais pas vous mettre en porte-à-faux et tout de suite en rivalité avec votre voisin de droite, Jérôme Belzung. Je rappelle donc confort et énergie. Vous, la semaine des 4 jours, c'est bof comme bon, voilà, selon vous, c'est pas la panacée pour recruter. J'ai dit ça. Ah oui, Ouais, c'est ouais. écrit. Non, c'est pas une idée qu'on a eue. Et en fonction des entreprises, on a tous des besoins différents, on a des ambitions un peu différentes. Nous, on a déjà du mal à faire tout ce qu'on a à faire dans une semaine, donc réduire le temps de travail, c'était pas notre levier. Il y a différentes pistes en fonction de la taille d'entreprise. Il y a des entreprises beaucoup plus grosses qui peuvent faire des choses qui sont possibles, voilà, moins possibles dans les plus petites structures. Nous, on a un levier, une étude et puis une réflexion plus à inclure au capital de l'entreprise nos talents. Voilà, faire rentrer les talents. C'est-à-dire que vous leur permettez de prendre des parts dans le capital de l'entreprise? C'est à l'étude pour l'instant. Il y a des collègues qui l'ont fait. Et ça marche plutôt bien aussi. Ça donne du sens en fait au travail. Ça récompense aussi les talents. Donc ça fait partie des leviers qu'on souhaite explorer. Aujourd'hui, vous êtes à 5-6 postes ouverts. C'est permanent? Oui. Ouais, quasiment. Alors là, c'est beaucoup, mais on recherche 5 personnes entre de l'administratif et du terrain technique. Donc on est logé à la même enseigne que tout le monde. Hein. Et quasiment maintenant, avant on publiait des offres au moment du besoin. On est plus maintenant avec des publications d'offres continuelles et puis on reçoit des CV régulièrement. Dans votre activité, vous êtes co-gérant, je rappelle, de l'entreprise. Ça représente quoi en temps passé, ce côté RH comparé à tout ce qui concerne la technique et le commercial aussi, qu'il ne faut pas oublier? De plus en plus de temps. C'est difficile à comptabiliser, mais entre s'occuper d'une fiche de poste, recevoir des candidats et puis faire le tri, accompagner, former, c'est quasiment un job à temps plein maintenant. Et donc vous avez besoin d'être accompagné?
Oui, bien sûr. Ouais. Bah alors là, c'est le rôle aussi, et puis le fait d'échanger avec des instances comme le SINASAF, c'est le partage d'expérience, ça nous fait gagner énormément de temps. Et c'est en ça qu'il faut pas jouer seul, quoi. Il faut jouer un peu collectif et partager l'expérience là-dessus. Eric Hernandez, donc Angers Dépannage Gaz, vous êtes remis en question sur votre façon de penser en tant que patron pour améliorer ce recrutement et puis surtout la fidélisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Vous êtes parti sur le chemin de Compostelle, vous avez eu un moment une illumination et puis vous êtes dit il faut que tu changes, Eric, sinon ça ne pourra pas se passer comme il faut. Alors, j'ai essayé plusieurs formules. Effectivement, on parlait de recruter des techniciens de la concurrence. Ça, c'est de moins en moins vrai, puisque les techniciens ne bougent pas, il y en a de moins en moins. On a plutôt tendance à recruter des personnes qui ne sont pas du tout du métier et les incorporer, les former et les intégrer au sein de l'entreprise. Donc, du coup, pour aller chercher ces candidats, comment on fait? La première chose, c'est qu'on a une malle fantastique, c'est tous nos clients. C'est-à-dire qu'on réalise, moi à mon petit niveau, un peu plus de 30 000 interventions par an et on rencontre les clients. Ces clients peuvent être amenés à changer de poste, à évoluer. Ces clients ont des enfants, ces clients ont de la famille qui cherche de l'emploi et c'est un vecteur de bouche-oreille. Donc là, ça a été le cas sur un de mes recrutements qui va commencer le 16 août. C'est tout simplement lors de l'entretien d'une pompe à chaleur. En échangeant avec le client, il était sur un poste où il hésitait de faire une conversion professionnelle. Il était issu de la technique auparavant dans un de ses précédents métiers et a échangé avec mon technicien. Ça lui a plu, on l'a reçu et on va l'intégrer là le 16 août. Et suite à ça, on lui prévoit un parcours d'intégration. Après, dans les autres recrutements qu'on a, c'est les jeunes. Il faut vraiment s'investir sur les jeunes. Donc, et en allant dans les centres de formation, les lycées, les CFA, plus on se rapproche d'eux, plus on travaille avec eux, plus le bouche à oreille fonctionne et plus ils nous envoient des candidats. Je vais vous raconter une petite anecdote. En début d'année, j'ai un jeune qui m'appelle pour me demander une alternance en plomberie chauffage. Moi, je fais que de la maintenance et du dépannage, donc ça ne me concernait pas. J'ai échangé avec lui, je lui ai parlé du métier de la maintenance, je lui ai décrit notre métier, je lui ai envoyé la vidéo du SINASA qui avait été réalisée, la petite vidéo qu'on a fait au sein de l'entreprise, tout ça par mail. Et 4 mois après, il m'a recontacté et il m'a dit écoutez, j'ai vu vos vidéos, effectivement, ça me plaît et je veux faire une alternance chez vous en maintenance. Donc, alors, entre-temps, j'avais trouvé des autres alternants pour la rentrée, mais comme je lui avais vendu notre métier, je n'ai pas pu lui refuser, donc je l'ai accepté et je l'ai pris aussi. Et je pense que c'est important ce message. Et en s'investissant, là, sur Angers, grâce à notre partenaire Testo, on a pu remettre un analyseur de combustion dans un lycée professionnel. En allant à la rencontre des jeunes, en échangeant avec eux, en parlant de notre métier, en modernisant les centres de formation, puisque nous, sur Angers, le centre de formation est équipé de matériel très ancien. Alors franchement, ça ne donne pas envie de venir vers notre métier, contrairement à ce qu'on fait au quotidien. Et bien, plus on fait ça, plus ça fait parler de nous, plus les jeunes entendent parler de notre métier et plus ça les incite à venir vers nous. Ça, c'était la première étape pour la partie pour axer mes recrutements. Et après, je me suis remis en question. Je me suis dit, aujourd'hui, on n'aura plus de techniciens formés arriver dans nos entreprises. Ça va être des gens qui vont arriver de secteurs complètement différents. Donc, en fait, il faut qu'on revoie notre procédure d'intégration de ces nouvelles équipes pour leur apprendre notre métier. Et du coup, j'ai mobilisé des ressources en interne en passant un de mes techniciens formateurs et en passant à notre technicien parrain qui accompagne. Et quand le technicien arrive et qu'il n'est pas du métier, on lui fait tout un parcours d'intégration pour déjà le dégrossir avant de l'envoyer après dans les centres de formation pour améliorer. Et quand on recrute quelqu'un qui n'est pas du métier, ce qu'il aime bien savoir, c'est est-ce qu'au bout de 2 jours, on va lui donner la voiture, la caisse à outils, puis on va l'envoyer faire des interventions, ou est-ce qu'il va être accompagné? Est-ce qu'il va être rassuré? Est-ce qu'il va savoir sur qui il peut compter, qui il peut appeler? Au bout de combien de temps il va partir en intervention et ainsi de suite. Et une fois qu'on a réussi à les rassurer sur ce point-là, ils sont plus faciles à intégrer. Alors on parle souvent de la différence, la rémunération, qui fait l'essentiel. Je crois que la rémunération aujourd'hui, c'est un besoin comme on a tous pour vivre, mais ce n'est pas un besoin qui est passé en numéro 1 dans les recrutements. C'est un point qu'il faut qu'on aborde, bien évidemment, mais après, les gens attendent d'autres choses que simplement une simple rémunération et rien à côté. Voilà, c'est un des points de vue.
Alors je pourrais continuer sur ce qu'on a mis en place. Là, j'ai fait travailler une avocate pour proposer à mes équipes, puisque dans vos équipes, vous devez avoir des jeunes et des anciens. Souvent, les jeunes ont besoin de sous parce qu'ils font construire, ils ont envie d'acheter. Les anciens ont besoin de temps parce qu'ils veulent s'occuper des enfants et des activités. Est-ce qu'ils veulent aider les jeunes qui construisent à rénover? Voilà. Et du coup, on met un système à 2 vitesses, c'est-à-dire que les gens peuvent s'inscrire dans un système de RTT ou dans un système de rémunération aux heures supplémentaires. Et une fois par an, ils choisissent de s'inscrire dans ce dispositif. C'est-à-dire que pour 1 an, ils s'inscrivent dans ce dispositif et l'année d'après, ils peuvent changer de dispositif. Donc, je ne savais pas que c'était possible. On s'est fait accompagner d'une avocate en droit du travail et spécialisée dans la métallurgie. Et on démarre ça au 1er octobre, là. Merci Eric. Je me tourne vers Anne-Catherine et Jérôme, puisque Eric a abordé le sujet, même si personne ne l'avait abordé jusqu'ici, c'est celui du salaire, évidemment. Est-ce que dans cette première table ronde, qui est d'attirer, de recruter, de former les talents, cet aspect vous semble l'aspect primordial? On va commencer par vous, Anne-Catherine, et tout ce qui s'y rattache, puisque je crois que chacun d'entre vous, vous avez mis en place autre chose que simplement un salaire attractif. Oui, alors effectivement, on a un salaire attractif, mais autre chose, une prise en charge du salarié, et notamment sur la mutuelle employeur, qui est donc une obligation légale. Nous, on a fait le choix de prendre à 100%, l'employeur prend à 100% la mutuelle de ses salariés, sur une catégorie chez Groupama, pour ne pas la citer, mais une catégorie avec une bonne protection santé. Donc mutuelle 100%. On a également voulu intégrer le salarié dans la réussite de l'entreprise, donc la réussite financière de l'entreprise, puisque une entreprise qui ramène de l'argent, c'est l'affaire de tous en fait, hein. C'est leur effort, c'est leur travail. Ils sont notre image et ils sont notre réussite. Donc on les a intégrés avec de la participation, de l'intéressement, un plan épargne entreprise, donc une prime trimestrielle, sur laquelle l'employeur abonde à 100% sur le plan épargne entreprise. Donc les 3 critères qu'on a mis en place pour qu'il y ait une pleine conscience que c'est vraiment le résultat de l'effort collectif, hein, les 3 critères pour le plan épargne plan épargne entreprise et la prime trimestrielle, c'est on travaille avec Eldo Travaux pour la satisfaction client. Donc on a des remontées mensuelles de la satisfaction de nos clients. On atteint des étoiles. Et si les étoiles sont au-delà de 4,5 sur 5, on a des clients satisfaits. Donc c'est le fruit de leur travail. Donc ils sont récompensés sur ce critère-là. Le deuxième critère, c'est pour les protéger eux aussi, c'est qu'ils aient une pleine conscience de la sécurité au travail. Donc c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, effectivement, c'est le chiffre d'affaires trimestriel où ils ont une participation. Donc le plan épargne entreprise, la mutuelle à 100%. Et puis des petits détails, mais qui font leur différence et que chacun apprécie, c'est ce sentiment d'appartenance à une entreprise, d'appartenance à un groupe. C'est les vêtements de travail, voilà, avec le logo de l'entreprise. Ils sont toujours très fiers de porter le logo de l'entreprise et je pense que c'est très bien pour fédérer aussi tout le monde. On met à leur disposition des outils à la demande et des camions. On a toute une flotte automobile qui est très récente. Ils ont vraiment des moyens de travail qui sont très performants et qui font qu'ils ont plaisir justement à utiliser ça. Donc c'est signe aussi qu'on leur donne les moyens de bien travailler, de se sentir bien au travail. Jérôme Belzoum, vous mettez aussi un certain nombre de choses en place, peut-être vous voulez les détailler, mais la question qui me vient, c'est est-ce que tout ça suffit et est-ce que ce n'est pas une sorte de course en avant pour essayer déjà de conserver les collaborateurs qui sont dans l'entreprise? Après, il faut aussi en former et puis en attirer d'autres. C'est ça, ouais. Non, ça ne suffit pas. C'est le salaire, c'est, comme le disait Eric, c'est important, mais ce n'est pas ce qui va permettre de garder des gens à long terme. Donc il faut, à mon sens, aussi travailler sur les perspectives qu'on peut offrir aux salariés et se développer, créer des agences, avoir des plans de carrière, quoi, proposer clairement un plan de carrière et puis les intégrer à la réussite. Voilà, alors que ça peut être par l'intéressement, mais ça peut aussi les intégrer directement en les faisant entrer au capital, ce que je disais tout à l'heure. Donc faut voir à long terme. C'est vrai que le salaire, c'est de l'immédiat.
c'est ce qui va attirer dans un premier temps. Pour garder, il faut proposer une évolution, une vision, une stratégie, et puis que les gens soient acteurs de cette stratégie-là. En fait. Jean-Bernard, sur le recrutement, là on était sur la fidélisation des salariés déjà en poste. Quelles sont selon vous les clés pour demain, pour recruter, pour enfin que votre métier soit visible, attractif et que les gens se pressent presque devant la porte? Alors, pour qu'ils se pressent devant la porte, j'ai pas la martingale, j'ai pas trouvé. Mais en tout état de cause, j'aurais juste vous parler d'un petit détail qui est hyper simple à mettre en œuvre et qui est assez efficace, je trouve. C'est un bilan de rémunération. Certains l'ont peut-être chez eux, mais on peut le faire vraiment en ayant une petite structure. C'est simplement chaque année donner aux collègues l'ensemble des rémunérations qu'il touche. Il connaît bien son brut, il a des primes, il a des avantages connexes. Et quand à la fin de l'année, on se rend compte de ce qu'on touche, eh ben on se dit finalement, certes, c'est jamais assez, mais c'est plus que ce que je croyais. Et donc, ça participe à fidéliser. C'est vraiment extrêmement simple à mettre en œuvre. Et je profite, parce que j'ai rien de plus subtil à dire là-dessus que vous ne connaissiez déjà, j'aurais réinsisté sur un enjeu qui me semble structurel. Ça fait des années qu'on a une problématique de recrutement dans nos métiers, mais elle va s'exacerber, toutes choses égales par ailleurs, parce que de toute façon, la croissance du marché se fait sur les pompes à chaleur, que ça nous plaise ou non. Et sur les pompes à chaleur, en maintenance, c'est au moins 50% de temps de plus pour un même nombre d'appareils. Et en pause, c'est quasiment 5 fois plus. Quasiment 5 fois plus. Ça veut dire que même si on ne faisait rien de particulier, qu'on n'augmente pas notre portefeuille les uns et les autres, et qu'on n'a pas une population qui explose, de toute façon, on a structurellement un besoin de ressources beaucoup plus important. Donc, si à la fin on se dit qu'il n'y a que dans notre champ lexical qu'on va trouver les gens, eh ben on est sûr de se planter. On bosse beaucoup, et notamment au SINASAV avec l'éducation nationale. J'entends de temps en temps des gens qui disent « mais ils comprennent rien, ils ferment des structures alors qu'on a besoin de monde ». Mais ils sont comme nous. 1, ils sont intelligents. 2, ils s'intéressent à l'intérêt commun. 3, ils ont bien compris. Mais ils n'ont pas les gamins. Donc il faut qu'on les aide. Et c'est à nous de le faire. Hein. C'est à nous de nous prendre en main. Ce n'est pas à l'État de tout faire à notre place. Et le tout dernier point, c'est l'apprentissage. On est nombreux à en faire. Je réinsiste fortement dessus. Hein. Le bon moment pour planter un arbre, c'est il y a 15 ans. OK, mais en attendant, l'apprentissage, c'est 1 à 2 ans d'investissement. Nous, il y a 5 ans, on avait 4 apprentis pour un peu plus de 1000 personnes. Là, on est à une soixantaine. Il y a une seule règle, à mon sens, c'est d'avoir vraiment un parrain, un accompagnateur, un tuteur qui ait envie de le faire, parce qu'on doit aux jeunes une vraie performance de formation. Mais c'est hyper efficace. Ils nous testent, on le teste. On sait donner envie aux jeunes, et on n'a pas plus d'échecs que dans un recrutement. Donc, je crois énormément en l'apprentissage, et en plus, on est nombreux à donner l'Allemagne comme un des vecteurs clés qui nous inspire un peu sur l'industrie ou les services. L'apprentissage, c'est à nous également de le mettre en œuvre. Et on a aujourd'hui des aides de l'État qui sont renouvelées, qui sont importantes. Je ne sais pas pour combien de temps elles le seront, mais aujourd'hui, elles le sont. Il faut vraiment qu'on en profite, je pense. Éric Hernandez, merci. Éric Hernandez, vous représentez donc ici le SINASA, puisque vous en êtes le vice-président. Votre voisin a dit qu'il n'avait pas la martingale. Comment se différencier quand même? Quelles sont les pistes sur lesquelles le syndicat peut travailler pour que ses adhérents soient plus visibles, que le métier soit un petit peu plus, pardon de l'expression, un peu plus sexy, et qu'on trouve chaussure à son pied quand on est chef d'entreprise, manager d'une entreprise de maintenance? Alors, je crois que c'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. C'est que la première problématique, c'est qu'il faut faire connaître notre métier aux jeunes. Et là, du coup, le SINASAV avec la marque Energy Maker est vraiment destiné vers les jeunes. On parle le langage jeune, on diffuse sur les réseaux sociaux des jeunes. On va vraiment chercher les jeunes parce qu'effectivement, on s'est rendu compte en remontant la filière que nous, on n'a pas de techniciens parce que les centres de formation n'ont pas d'élèves et qu'en fait, il faut aller chercher les élèves de plus en plus tôt. C'est-à-dire que c'est au niveau de la 4e ou de la 3e qu'il faut commencer à parler de notre métier non seulement aux jeunes, mais aux parents des jeunes. Parce qu'on est pour certains parents, et ce qu'on aime bien pour nos enfants, c'est que ça soit un métier qui ait des débouchés et qui ait du travail derrière et sur lequel ils puissent en vivre. Donc on a remonté la filière.
jusqu'aux jeunes. Et c'est le travail du syndicat actuellement, mais pas que. On travaille aussi au niveau de l'éducation nationale sur la réforme des diplômes. On est en train de travailler pour éventuellement un BTS également. Donc on fait ce travail de fond avec l'éducation nationale, mais l'éducation nationale a toujours cette image de mammouth. Et en fait, c'est du travail que l'on fait au quotidien, mais qui débouche à long terme. Alors que nous, dans nos entreprises, je pense que tous, si on devait lever la main, on a tous besoin de personnes demain dans nos entreprises. Et le travail avec l'éducation nationale, ça va porter son fruit, mais dans les années à venir. Donc il y a ce décalage-là. Donc il faut aller chercher les jeunes, et c'est le travail du syndicat. On communique également sur notre métier avec les réseaux sociaux pour attirer de plus en plus de monde. Anne-Catherine Nils, vous nous avez parlé beaucoup de ce que vous mettez en place pour vos collaborateurs financièrement parlant, pour améliorer, pour mettre du beurre dans les épinards. En matière de formation aussi, comme le disaient les autres intervenants, c'est important de ne pas lâcher trop vite dans la nature pour ne pas dégoûter le jeune ou le moins jeune qui rentre dans le métier. Oui, je rejoins tout à fait ce qui se dit. Moi aussi, je crois beaucoup en l'apprentissage et on a beaucoup d'apprentis qui rentrent effectivement chez nous. Il faut aller chercher le jeune et surtout, il faut l'accompagner. Et c'est pas vrai que pour les apprentis qu'on fait rentrer chez nous avec un programme de formation, avec un tuteur. C'est vrai aussi pour tous ces adultes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont fait des formations courtes, souvent des formations, on en a eu via l'AFPA. C'est des formations qui sont sur 7-8 mois à peu près. On les intègre dans l'entreprise. En les accompagnant, il y a toujours un tuteur, entre guillemets, même s'ils sont à temps plein, enfin salariés, ils ne sont plus apprenants. Mais c'est intégrer le nouvel entrant avec un tuteur, un binôme, un ancien, un technicien d'expérience, j'entends, un ancien avec un nouvel entrant. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas louper ce virage, justement, de nos salariés qui rentrent, que ce soit les apprentis ou que ce soit les nouveaux formés. Il ne faut pas louper ce virage d'intégration dans l'entreprise et d'accompagnement pour monter en puissance et puis pour partager les savoirs aussi, parce qu'il y a des savoirs de personnes qui exercent ce métier depuis 15 ans, qui ont aussi beaucoup à apprendre de ces jeunes qui rentrent chez nous. Donc cette mixité de connaissances, cette mixité de savoir-faire et de savoir-être aussi, puisqu'on a souvent des générations qui les séparent, c'est très important dans l'entreprise. Jérôme Belzung, les jeunes, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que les jeunes. La reconversion, ça a été dit, c'est aussi une manne peut-être de futurs techniciens de maintenance qu'il ne faut pas négliger pour pouvoir pourvoir les postes qui sont ouverts. Il faut aller se tourner vers tout type de profil et pas forcément que des profils techniques. Oui, ça a été dit là, c'est effectivement la reconversion, c'est un gros vivier de recrutement pour l'avenir. Et nous, dans l'entreprise, là, on a une personne de 35 ans pour la cité qui a fait une alternance avec un CFA et qui vient de la logistique et puis voilà, qui intègre le métier, qui va être embauché au mois d'août. Et voilà, ça c'est quelqu'un qui vient d'un autre métier qui avait des prédispositions manuelles mais qui a tout appris. Et donc voilà, ça c'est effectivement des pistes à explorer fortement, et il faut créer l'envie et communiquer auprès du grand public pour que nos métiers soient plus visibles et qu'on attire des gens dans ces filières qui sont intéressantes et qui embauchent. Donc en résumé, si j'ai bien compris, il faut être de plus en plus visible. Ça, c'est évidemment le job du syndicat, mais c'est aussi le job des chefs d'entreprise, avec des supports assez faciles, entre guillemets, facilement trouvés, qui sont les véhicules ou qui sont les tenues des différentes entreprises. Ah, ben voilà, venez, monsieur l'ancien président avec lequel j'ai préparé le congrès. Merci. Non, c'est juste une question sur la semaine des 4 jours. Tu disais du lundi au jeudi et du mardi au vendredi. Et les astreintes l'hiver, comment ça se passe ? Alors comme on a suffisamment de techniciens aujourd'hui pour pouvoir faire une rotation sur le mois, sur 6 mois de l'année, une période de chauffe, il y a un technicien qui est d'astreinte le week-end, exclusivement pour nos clients qui sont sous contrat. Parce que nous avons mis en place des contrats d'entretien. Et pour ces clients-là, effectivement, ils peuvent bénéficier des astreintes, enfin de dépannage le samedi et le dimanche, ce qui aussi nous permet de vendre aussi des contrats, de fidéliser aussi nos clients.
Et on a 6 techniciens. Ça fait un week-end tous les mois et demi. Je me permets juste un rebond sur ça, parce que vraiment, les 4 jours, c'est une idée que je trouve intéressante. On a tous cette peur de se dire, on manque déjà d'équipe, si on met les 4 jours en plus, ça fait des heures en moins. Les expériences qu'on peut avoir, en tout cas nous, sur certaines de nos filiales spécialisées dans la pose de matériel, on fait les 35 heures sur 4 jours, et du coup, du lundi au jeudi, avec une optimisation des temps de trajet. Et ça laisse le vendredi matin comme souplesse en cas de décalage de l'intervention. Et donc, je pense que c'est une bonne manière de rentrer dedans. On a du management qui est inquiet par rapport à cette idée. On peut le comprendre parce qu'on leur met la pression sur l'opérationnel et on a tous cette crainte-là. Mais vraiment, c'est une première step et je trouve que c'est une vraie performance de l'entreprise que d'avoir fait ce choix-là. Y a-t-il d'autres questions pour les invités sur cette première table ronde ? Sur le recrutement, la fidélisation, donc je le disais, c'est les jeunes, donc les accueillir le plus tôt possible, après la communication tous azimuts, et puis, si j'ai bien compris aussi, rendre un peu plus sexy les centres de formation avec des appareils plus récents pour évidemment donner envie, au-delà évidemment de l'ensemble des systèmes que vous nous avez développé en termes de petits coups de pouce, que ce soit pour la mutuelle, les tickets restaurants, etc. Il existe plein de choses. Il y a aussi les tickets vacances. Enfin, chacun met en place un certain nombre de choses. Et puis la fameuse semaine de 4 jours. Voilà. J'espère que cette première table ronde vous aura donné des idées pour repartir gonfler à bloc et trouver des solutions dès la semaine prochaine pour embaucher. On se retrouve à 11h précises ici même avec une deuxième conférence table ronde sur la façon de former le technicien de demain. A tout de suite et on applaudit évidemment les 4 intervenants. Merci beaucoup.